Bienvenue à bord du vaisseau Hyper Sans Cesse. Avant de commencer cet épisode, je voulais prendre 30 secondes pour vous parler un peu du développement de Cinécure. Ça ne vous aura pas échappé, je propose pas mal de contenu entre les différents rendez-vous du podcast et la chaîne YouTube, et je ne vais pas vous mentir, mon but est à terme de vivre de tous ces projets que je propose d'une manière ou d'une autre. Pour y parvenir, j'ai besoin de vous. Pas d'affolement, je ne vais pas vous demander d'argent, du moins pas pour le moment, mais quelque chose qui peut me changer la vie sans trop bousculer la vôtre. Si vous aimez le podcast, prenez 5 secondes pour le noter 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Je vous remercie du fond du cœur parce que ça peut potentiellement changer ma vie. Et maintenant, on y va. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cinécure. Vous avez envie de voir un film mais vous ne savez pas lequel. J'ai encore un truc à vous dire. Je viens de réaliser qu'il y a 12 épisodes de Cinécure. 12 épisodes, c'est 12 mois, et 12 mois, c'est un an. Donc joyeux anniversaire Cinécure, je suis particulièrement fier et heureux de fêter ces 1 an avec vous. Il y a 1 an, jamais j'aurais imaginé que le podcast serait encore là, plus vivant que jamais, avec des rendez-vous différents tels que sont Cinessentiel et Cinexplore, mais surtout avec régularité de ma part, fidélité de votre part, et surtout un plaisir immense à partager avec vous les films qui m'ont secoué, touché, ému. Alors merci de vos écoutes, de vos retours nombreux et de votre bienveillance à tous. Et j'en profite aussi pour remercier Adrien Larouzet, mon producteur de talent, puisque non seulement c'est lui qui m'a encouragé à me lancer dans cette aventure, mais qu'il a en plus toujours 5 minutes à m'accorder, même quand il ne les a pas vraiment, pour m'écouter soliloquer sur quelle direction devrait prendre le podcast. Merci de ta patience. Allez, cette fois-ci pour de vrai, on y va. Bonjour à tous et bienvenue cette fois-ci pour de vrai dans ce nouvel épisode de Cinécure. Vous avez envie de voir un film mais vous ne savez pas lequel, vous en avez marre de scroller encore et encore des listes infinies de films qui ne vous disent rien. Pas de panique, je suis là pour vous aider. Tous les premiers mercredis du mois, je vous propose 4 films sans limite de genre ni d'époque. 4 films qui doivent être tous visibles en VOD ou en streaming. Je regarde les films, je vous en parle ici et je vous donne toutes les infos pour les retrouver ensuite. Il est là, le joli mois de mai, et je vous ai concocté une belle liste pour l'accompagner. Nous voilà partis dans l'Ouest pour donner un nouveau coup de fouet à la carrière d'un acteur en mal d'avenir. Nous irons ensuite nous encanailler auprès d'une troupe de théâtre pas piquée des hannetons pendant la Seconde Guerre mondiale. Puis ce sera le tour du Japon et de sa recherche d'humanité pour enfin atterrir en France pour une critique acerbe du capitalisme naissant. Asseyez-vous confortablement, profitez du paysage, l'arrière de l'appareil ne desservira pas l'aéroport de Nice. Winchester 73 d'Anthony Mann, 1950, durée 1h32. Lynn McAdam, un ancien fermier devenu chasseur de primes, gagne au tir à la carabine une Winchester 73, une arme unique et de très grande qualité. Dès qu'il la remporte, on la lui vole. Accompagné de son acolyte High Spade, il décide de la récupérer coûte que coûte. Sur sa route, il va croiser un vieil ennemi. Might be pulled up, but I'll put in a word with Jake. Oh, might as well drop off your guns here at the office. Let's have them. Now, wait a minute. You must have a real good reason to ask a man to do a fool thing like that. We don't allow anybody to wear guns in Dodge City. Hadn't you noticed? Who's we? Oh, didn't I introduce myself? Well, where'd I put that thing? I had it here someplace. Man get himself killed hiding his badge like that. I'm the marshal, Wyatt Earp. Oh, Come to think of it, everyone did look kind of undressed. Yeah? Where'd you? Alors, amateurisé western, bien le bonjour à vous. Vous entrez sur des terres sacrées puisque je vais aborder un film qui non seulement est important pour le genre du western, mais en plus pour la carrière de son acteur principal, James Stewart. En 1950, Stewart n'est pas au top de sa forme. D'abord parce que les rôles se font plus rares, souvent le succès n'accompagne pas les films dont il est le personnage principal, et que pour l'acteur qui est né en 1908, les jeunes premiers de sa carrière d'avant-guerre ne sont plus vraiment d'actualité. À l'exception de La Corde de Alfred Hitchcock et de It's a Wonderful Life de Frank Capra, qui fait d'ailleurs un four à sa sortie, il n'y a pas grand-chose d'intéressant ou de très réussi. Et puis ensuite, parce que durant cette période, l'industrie a changé et que son jeu, son personnage ne sont plus ce que les gens recherchent. Enfin, la guerre est passée par là et Stewart y a été durement impliqué en tant qu'aviateur et qu'il en reviendra certes auréolé de pas mal de médailles, mais surtout durablement traumatisé. D'un autre côté, le western a eu le temps de se transformer et de devenir un genre entier dédié aux chanteurs de tout poil qui poussent la chansonnette sur leurs chevaux. On est loin de ce que le genre avait à nous offrir quelques années après.
On se retrouve donc avec d'une part un acteur en mal de renouvellement et de l'autre un genre entier à renouveler. Et à la croisée de ces chemins, on retrouve Winchester 73. C'est fin 49 que le film est proposé à Stewart et à ce moment-là, le projet traîne depuis pas mal de temps dans les tiroirs d'Universal. Écrit en 46, il est programmé dans l'agenda du studio pour être tourné en 47 avec Fritz Lang aux commandes. Pour rappel, Fritz Lang, ce n'est pas exactement n'importe qui puisqu'en termes de western, il a réalisé l'excellent Rancho Notorious avec Marlene Dietrich notamment. Pourtant, le film disparaît mystérieusement des registres d'Universal et on n'en parle plus. Plus tard, le studio et l'agent de Stewart se réunissent pour discuter de Harvey, une adaptation de la pièce qui triomphe à Broadway et que James Stewart a déjà interprété. Et c'est précisément ce film-là qui va changer la donne puisque le cachet réclamé par Lew Wasserman, l'agent en question, est estimé trop élevé par le studio. Un accord est trouvé selon lequel l'acteur touchera un pourcentage sur les recettes à la condition que le studio l'embauche pour un deuxième film. Voilà comment Winchester 73 est remis à l'ordre du jour. Si Harvey ne se révélera pas rentable, le western lui rapportera, selon les versions, entre 600 000 et 1 million de dollars, dans un mode de rémunération qui deviendra la norme. Ce film est aussi la constitution d'une équipe de choc qui va sévir sur plusieurs films. D'abord, il y a Aaron Rosenberg, le producteur, qui va chapeauter cette belle collaboration. À ses côtés, on retrouve Borden Chase, le scénariste, qui reprend le film de zéro lorsqu'il apprend que c'est Stewart qui a hérité du rôle principal. Il faut dire qu'à ce moment-là, Stewart pâtit encore de son image d'Américain parfait, qui ne ferait pas de mal à une mouche. Le western qu'il vient de terminer, La Flèche brisée, titre original Broken Arrow, n'est pas encore sorti et nul ne se doute qu'il peut se plonger dans des rôles troubles mêlant ombre et lumière. Puis bien sûr, au centre de cette équipe, James Stewart et le réalisateur Anthony Mann. C'est Rosenberg qui va chercher Mann, dont il a apprécié Incident de frontière, titre original Border Incident. L'équipe est formée, le scénario est réécrit presque de zéro et Mann va déceler chez Stewart quelque chose d'inattendu, d'inexploité jusque-là. Une rage intériorisée, étouffée, qui lorsqu'elle est lâchée peut tout casser sur son passage. Stewart est en train de construire une image qui va l'accompagner durant toutes les années 50, celle d'un acteur sur la brèche qui peut exploser à n'importe quel moment. Mann, quant à lui, va se révéler comme réalisateur incontournable de cette époque, notamment dans ses choix de lieu de tournage, qualité que louera bien souvent Stewart au fil de leurs nombreuses collaborations auprès des nouveaux acteurs qui accompagneront le binôme. Mann sait tourner en extérieur et à l'image du scénario de Winchester 73, il est efficace. Et si je vous parlais tout à l'heure de Rancho Notorious, produit 2 ans plus tard, ce n'est pas pour rien. Le film d'Anthony Mann, pourtant plus jeune, envoie valser une bonne partie des westerns de l'époque tant il est moderne. De ses extérieurs fantastiques soigneusement choisis se dégage une certaine véracité. Le film fait plus vrai, plus crédible et évite le côté carton-pâte que l'on retrouve notamment dans Rancho Notorious, mais aussi dans tout un tas d'autres westerns. Si ça ne manque pas de charme, Winchester 73 va donner un coup de pied dans la fourmilière et renouveler pour de bon le genre en l'ancrant dans la réalité de l'Ouest. Ce désir de réalité va se prolonger dans les nombreuses collaborations entre Mann et Stewart, puisque les deux hommes feront pas moins de 8 films ensemble, s'enfonçant de plus en plus dans la violence et le réalisme de l'Ouest donc. Si vous n'êtes pas allergique au western, que vous voulez assister au renouvellement d'un genre et qu'en plus vous souhaitez voir un acteur renaître de ses cendres et un duo au moins aussi iconique que Ford et Wayne se former, alors Winchester 73 est pour vous. Le film est disponible en streaming sur Canal+. Et en 1950 sortait en France La Marie du Port de Marcel Carné, La Ronde de Max Ophuls et Les Conquérants d'un Nouveau Monde de Cécile B2000. Jeu dangereux, titre original To Be or Not To Be, d'Ernst Lubitsch, 1942, durée 1h39. En août 1939, à Varsovie, une troupe d'acteurs plus ou moins bons joue Hamlet de Shakespeare. Maria Toura, l'actrice principale, gouailleuse et qui n'a pas froid aux yeux, doit à la fois réconforter son mari, Joseph Toura, qui joue le rôle de Hamlet, et ménager sa jalousie en lui cachant sa relation avec son amant, le jeune lieutenant Sobinski. Une fois la guerre déclarée, tout ce petit monde va devoir s'organiser pour survivre alors qu'un informateur de la Gestapo a le pouvoir de tous les envoyer en camp de concentration. Well, Professor, let's have your information. I think I could stand a glass of brandy after all. Certainly. Brandy. That makes me think of a very funny story which is going all over Warsaw. A story about our Führer. Now, how does it go? Oh, yes. They named a brandy after Napoleon, they made a herring out of Bismarck, and the Führer is going to end up as a piece of cheese. Don't you think it's funny? No, neither would the Führer. And
I don't believe Adolf Hitler will go down in history as a delicatessen. Professor, look here. I was only joking. Just repeating what I heard. After all, I never... Please don't misunderstand me. You see, I'm loyal. I would have... Heil Hitler! Heil Hitler! Professor, do you by any chance intend to tell the Führer about this? Alors qu'est-ce qui fait une bonne comédie ? Les bonnes répliques, les personnages truculents, le comique de situation, le rythme, les rebondissements, la satire, savoir tirer d'une situation dramatique l'humour que peu de gens sauraient voir. Et si je vous disais qu'il existe un film qui regroupe absolument toutes ces choses ? Et si je vous disais que ce film a été écrit et réalisé par l'un des maîtres absolus du genre ? Ernst Lubitsch est, pour bien des cinéphiles, l'un des cinéastes intouchables. J'avoue pour ma part assez mal connaître le bonhomme qui a pendant longtemps été « mais si tu sais, c'est le mec qui a fait To Be or Not To Be ». Recommandé pour la première fois circa 2006 par mon cousin, j'ai bien mis 18 ans à finalement voir ce film. Quelle erreur cela a été de ne pas le voir plus tôt, mais quelle joie de le voir dans les conditions dans lesquelles je l'ai découvert. J'ai eu la chance de le voir sur grand écran lors d'une rediffusion au cinéma Jean Eustache de Pessac dont je vous ai déjà parlé au cours de l'Unipop. Si vous êtes bordelaise ou bordelais, j'en profite pour vous encourager à découvrir cet ambitieux événement qui court sur toute l'année scolaire. Réalisateur allemand émigré aux États-Unis en 1922, il commence sa carrière américaine en 23 aux côtés de Mary Pickford, l'une des fondatrices du mythique studio United Artists qui sera cofondé par Douglas Fairbanks, Charlie Chaplin, D.W. Griffith et Mary Pickford donc. Ces films sont très rapidement couronnés de succès et le réalisateur semble marcher sur l'eau avec ses comédies dont on dit qu'elles ont toutes la Lubitsch touch. Le rythme, l'élégance, la sophistication et un certain talent pour l'ellipse, bientôt rejoint par des dialogues brillants, font du jeune réalisateur l'un des plus convoités de Hollywood. Lubitsch va travailler et former quelques-uns des scénaristes aujourd'hui les plus reconnus, je pense notamment à Billy Wilder dont je vous ai recommandé Sunset Boulevard dans l'épisode 6 de Cinécure. Aucun sujet, souvent politique, n'est épargné. Jeu dangereux, titre original To Be or Not To Be donc, ne fait pas exception. Très réussi mais aussi extrêmement osé, puisque réalisé et sorti pendant la Seconde Guerre mondiale, les premiers plans du film notamment provoquent un rire comme j'en ai rarement entendu dans une salle de cinéma. La crispation est heureusement vite évacuée et on ressort du film parfaitement diverti, secoué par tous les rebondissements, plus abracadabrantesques les uns que les autres, auxquels on vient d'assister. Lubitsch fait du vaudeville, du théâtre de boulevard, en mettant en abîme ses acteurs à qui il fait jouer des acteurs. De cette mise en abîme brillante va naître une série de situations parfaitement absurdes qui va nous emmener à chaque fois plus loin dans un sac de nœuds dont on se demande bien comment on va ressortir. Moins plaisant, le film est lié à l'histoire tragique de Carole Lombard. La comédienne, fantastique dans son rôle de Maria Tura, meurt en effet peu de temps avant la sortie du film dans un accident d'avion alors qu'elle traversait les États-Unis pour récolter des fonds pour l'effort de guerre contre les nazis. Histoire d'autant plus tragique qu'elle aurait été évitable, la légende veut que l'actrice a tiré à pile ou face pour choisir de rentrer soit en avion, soit en train. Son avion a ensuite été réquisitionné par l'armée pour transporter des soldats, mais quelqu'un l'aurait reconnue et l'aurait invitée à bord pour la remercier notamment de sa participation à l'effort de guerre. Avion qui n'arrivera donc jamais à destination, laissant son compagnon, Clark Gable, veuf. L'histoire peut être vraie ou pas, toujours est-il que Carole Lombard est morte jeune, à 42 ans seulement, et qu'on se dit qu'il y a de quoi regretter son départ, tant sa prestation dans ce film est géniale. Aux côtés de Jack Benny, qui était secrètement amoureux d'elle, elle forme un couple mémorable et hilarant. Si vous aimez la satire, que les nombreux rebondissements ne vous font pas peur et que les dialogues récités au cordeau vous emballent, alors Jeu dangereux, titre original To Be or Not To Be, est fait pour vous. Le film est disponible en VOD sur la Cinétech pour la somme de 2,99 €. En France, en 1942, on pouvait voir L'Assassin habite au 21 de Henri-Georges Clouzot, dont nous avons parlé avec mon compère David Emmanueli dans la mini-série Ciné-Essentiel. Si vous ne l'avez pas encore écouté, foncez-y. Casablanca de Michael Curtiz et enfin Saboteur de Alfred Hitchcock. Mais honnêtement, étant donné la période, je doute que tous ces films aient été visibles sous l'occupation. Rashomon d'Akira Kurosawa, sorti en 1950, durait 1h28. 3 hommes s'abritent d'un orage dans un vieux temple détruit. 2 d'entre eux viennent de témoigner lors d'un procès pour viol et meurtre. Ils racontent les détails de l'affaire au 3e, révélant ainsi plusieurs versions du même crime. Qui a raison ? Où se trouve la vérité ?
そらこんな不思議な話はご存知あるまい。じゃあお前さんもその不思議な話というのを知ってるのか。Akira Kurosawa, deux mots qui inspirent pour qui entreprend d'explorer le cinéma à la fois crainte et admiration. Personnellement, ces films me font peur. C'était le cas quand j'ai acheté Les 7 samouraïs à une époque où le trouver au prêt m'était compliqué. Un film en noir et blanc de 3h30 quand on a moins de 25 ans sur les agissements de 7 mercenaires dans la campagne japonaise au XVIe siècle, on a quand même connu plus excitant sur le papier. Oui, sauf que Akira Kurosawa. C'était aussi le cas avant de voir Ran, l'un de ses derniers films pour lequel il a été chercher des financements auprès de George Lucas et Francis Ford Coppola. Là encore, l'histoire de 3 frères qui se déchirent pour obtenir l'héritage de leur père sur le mode de la dramaturgie tragique au Japon médiéval. Je m'attendais plutôt à m'endormir qu'à en ressortir ébouriffé. Oui, sauf que Akira Kurosawa. J'avais entendu parler de Rashomon et de son récit déstructuré, de ses allées et venues incessantes entre le présent et le passé, la discussion et le souvenir. Et très franchement, je pensais encore une fois avoir affaire à un film assez pointu et difficilement lisible. Sauf que Akira Kurosawa. Dans un Japon psychiquement détruit par les conséquences de son engagement dans l'axe du mal au cours de la Seconde Guerre mondiale, je veux parler, vous l'aurez compris, des bombes atomiques qui ont effacé de la carte les villes de Nagasaki et Hiroshima, les raisons de croire en l'humanité ne sont pas légion. C'est le propos du film de Kurosawa qui va structurer son récit de façon assez surprenante, voire même franchement ambitieuse. Un récit déjà pas très joyeux, raconté dans un contexte pas beaucoup plus joyeux non plus, mais qui va en plus être rapporté par 4 perspectives différentes mettant en exergue la relative existence de ce que l'on appelle la vérité. La vérité existe-t-elle ? Si oui, quelle est-elle ? Qui croire ? Et surtout, est-ce que la vérité est un concept humain ? Le film est presque un high concept movie, une expression qui désigne un film qui pourra attirer facilement l'attention du spectateur avant même que celui-ci ait vu ou lu quoi que ce soit d'autre sur le film en question. Quelques exemples, Inception, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, ou encore Bienvenue à Gattaca, en ce que celui-ci peut être résumé très facilement et effectivement attiser notre curiosité. Pour réussir ce pari, Kurosawa s'entoure d'une part d'un casting d'acteurs impeccables, à la tête desquels on trouve bien entendu Toshiro Mifune, un habitué de Kurosawa, qui à ce moment-là signe sa 5e collaboration avec le réalisateur. Le binôme tournera en tout et pour tout 16 fois ensemble. Mais aussi, et je suis tenté de dire presque surtout, de Kazuo Miyagawa, le directeur photo qui va donner au noir et blanc du film une saveur particulière, notamment dans toutes les scènes qui ont lieu dans la forêt et qui sont une véritable œuvre d'art. Si vous voulez voir comment réussir un beau noir et blanc, comment dans les années 50 on parvenait à jouer avec le contraste et la lumière, alors Rashomon est une belle première étape. J'ajoute qu'évidemment le film est bourré de symbolisme sur lequel je ne m'attarderai pas puisque je ne tiens pas à vous divulgacher quoi que ce soit dans l'intrigue, mais si à l'écran tout a toujours son importance, dites-vous bien que dans ce très court film, absolument tout a un sens et rien n'est laissé au hasard. Enfin, le film gagnera quelques prix, notamment le Lion d'Or à Venise en 1951 ainsi que l'Oscar d'honneur du meilleur film étranger en 1952. Rashomon étant à l'époque le film japonais le plus rentable en dehors du Japon et notamment aux États-Unis. Si vous aimez sortir des sentiers battus, que vous ne croyez pas en l'objectivité et que votre foi en l'humanité est soit très faible, soit extrêmement élevée, alors Rashomon est fait pour vous. Le film est disponible en streaming sur Mubi. En France, en 1950, on pouvait voir aussi Les Trois Mousquetaires de George Sidney, Nous irons à Paris de Jean Boyer et Méfiez-vous des blondes de André Hunebelle. Le Jouet de Francis Weber, 1976, durée 1h30. Journaliste au chômage, François Perrin se retrouve embauché dans un grand journal dirigé d'une main de fer par l'industriel Pierre Rambal-Cochet. Par une succession de hasards, alors qu'il est en reportage dans un magasin de jouets, Perrin est choisi par le fils de Rambal-Cochet pour être son jouet. Personne n'osant s'opposer au fils Rambal-Cochet, Perrin emménage chez les Rambal-Cochet et doit officier effectivement comme jouet du petit Eric. Bientôt, une relation naît entre le fils et son jouet. Je peux vous voir une seconde ? Georges Pouzier, je dirige le magasin. Vous travaillez dans le journal du président Rambal-Cochet ? Oui. Oui, alors vous savez sans doute que ce magasin appartient aussi au président Rambal-Cochet. Et alors, c'est le fils de Rambal-Cochet. Oui, alors je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête, mais il veut vous ramener chez lui. Mais alors voilà, vous allez l'accompagner. Hein? Et puis une fois là-bas, on lui fera la leçon, puis vous retournerez au journal.
Il est malade ou quoi? Non. Écoutez, mon petit vieux, nous risquons très gros dans cette affaire. Monsieur Rambalcochet m'a demandé de faire plaisir à son fils. C'est un enfant très sensible. Je ne voudrais pas qu'il nous fasse une crise de nerfs ici. Moi, je suis journaliste. Moi, directeur de magasin. Je tiens à le rester. Alors? Tout de suite, mon chéri. Un jour, alors que j'étais étudiant, j'ai découvert le titre In the Stone des Earth, Wind and Fire. J'ai alors pris une machine à remonter le temps et j'ai repensé à tous ces dimanches soirs où ma mère entendait le jingle et me disait « Bon, allez, au lit, demain il y a école ». Quelquefois, rarement, je pouvais voir le premier film, mais la présentation des films, l'habillage qu'il y avait pour le faire, tout ça est resté bien présent dans ma tête. Et plus tard, j'adorais faire cette blague nulle, et toujours la même en plus. Je lançais la musique et j'annonçais ce soir en première partie de soirée, La Chèvre avec Pierre Richard et Gérard Depardieu. Et en deuxième partie de soirée, Pinot Simple Flic 2 et avec Gérard Jugnot. Voilà, ça me faisait rire et ça a continué d'ailleurs de me faire rire parce que je suis persuadé que cette soirée-là a existé. Très certainement à plusieurs reprises d'ailleurs. Mais au final, si j'avais bien vu Pinot Simple Flic, dont il me reste en mémoire que des bribes éparses, je n'avais jamais vu La Chèvre. Il faut dire que ma mère n'aimait pas du tout Pierre Richard, donc je n'ai pas grandi avec ses films. Et puis il y a quelques mois de ça, je n'avais pas encore commencé le podcast, je passe devant une sorte de marché des livres et je flâne, je m'arrête, il y a souvent des DVD à vendre, je tombe sur un coffret Le Grand Blond avec les deux pour 5 €. Du coup, je l'achète. Quelques jours plus tard, je le regarde et là, ma vie bascule. Non seulement le film de Yves Robert me plaît, mais surtout je suis complètement hypnotisé par le jeu de Richard, sa nonchalance, son physique, son timing et sa capacité à ne jamais être là où il faut. Je suis impressionné par sa maîtrise de tous les outils qui font la différence entre un film moyen et une excellente comédie. Au passage, je prends une première revanche sur la vie puisque je montre à ma mère l'extrait de l'orchestre avec un Jean Carmé au cymbale et que ma mère trouve sans aucune surprise cela absolument excellent. Et alors que quelques semaines plus tard, je réentends In the Stone, me revient en tête mon excellente blague de Ciné Dimanche et je me dis que c'est quand même bête de passer à côté de l'un des plus grands succès de Francis Weber, un réalisateur dont les films me plaisent et que je trouve sympathique au travers des interviews que je lis ou entends de lui. Je lance donc La Chèvre et là c'est un deuxième bouleversement. Non seulement le film est bien, mais en plus Pierre Richard passe au statut de star absolue pour moi alors que je le connais depuis moins de 6 mois. Je découvre grâce au documentaire Arte qu'il a eu un début de carrière complexe, qu'il a réalisé et qu'il a finalement percé dans les années 70 au travers de plusieurs films. Avance rapide jusqu'il y a peu. Un soir, je scrolle Netflix pour préparer le podcast. Il m'arrive d'avoir à faire ce que j'essaie de vous économiser, à savoir passer des heures à fouiller les catalogues pour voir si quelque chose m'inspire ou bien si je retrouve un film que j'ai vu et dont j'aimerais vous parler. Et je tombe sur Le Jouet. Dans l'interview que Pierre Richard donnait à SoFilm il y a quelques années déjà, il expliquait que le film avait bien marché en France, mais que c'est en ex-URSS qu'il a acquis le statut de film culte et Pierre Richard, celui de star incontesté du box-office. Ma curiosité est piquée, je décide de le regarder. Eh bien, Pierre Richard ne m'a pas déçu, une fois de plus, et son association avec Weber est vraiment quelque chose qu'il nous faut chérir. Non seulement le film est drôle, absurde, dans son histoire et ses situations, mais en plus il est visionnaire. Le film date de 1976, mais certaines des choses qui s'y passent pourraient parfaitement prendre place en 2022. Acerbe, la vision que Weber donne de notre monde est assez violente et plutôt proche de notre réalité, et intelligent. Aucune des scènes n'est sacrifiée au propos du film qui est au centre de toute l'intrigue. En plus de ça, ce qui ne gâche rien, c'est l'occasion d'y voir un casting absolument mirobolant puisque se côtoient Gérard Jugnot, Michel Bouquet qui nous a quittés récemment, Jacques François, toujours un régal dans des seconds rôles décalés, Charles Gérard, lui aussi parti il y a peu, et Michel Aumont avant la carrière qu'on lui connaît en télévision. Tout ça en plus donc de Pierre Richard. Alors oui, certaines choses ont vieilli, d'autres sont un peu maladroites, mais c'est le premier long métrage de Francis Weber qui a démontré en 12 films qu'il sait un petit peu de quoi il parle. Rien que pour ça, ça vaut le coup de le découvrir. Ça tombe bien, le film est disponible sur Netflix et en France en 1976, on pouvait voir Les Dents de la Mer de Steven Spielberg, L'aile ou la cuisse de Claude Zidi et Un génie, deux associés, une cloche de Damiano Damiani et Sergio Leone. L'épisode 12 de Cinécure, c'est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de votre choix d'ailleurs. Comme dit en début d'épisode, c'est très important pour le référencement et pour moi. Je vous encourage aussi à parler du podcast à un maximum de gens autour de vous, on est nombreux à aimer le cinéma. Cinécure est un podcast créé par moi, Charles-Édouard Wasselin, produit par Adrien Larouzet et distribué par Vaisseau Hypersensas. Je les remercie tous de leur patience et de leur bienveillance. Je vous rappelle que sur le Discord du Vaisseau Hypersensas,
Hypersensas, vous trouverez un channel Cinécure où nous parlons de cinéma en général et parfois des films recommandés ici en particulier. N'hésitez pas à nous rejoindre, on est très gentils et toujours content de voir de nouvelles têtes. La liste des films recommandés dans tous les épisodes de Cinécure est toujours dispo sur Letterboxd. Vous la trouverez dans mon profil en description de cet épisode. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram si vous ne le faites pas déjà en tant que Charles Eddy. On se retrouve par ailleurs le mercredi 11 mai sur la chaîne YouTube de Cinécure pour une nouvelle vidéo, le mercredi 18 mai ici même pour un nouvel épisode de Ciné Essentiel et enfin le mercredi 25 mai pour un nouvel épisode de Cinexplore. Voilà, vous savez tout. D'ici là, prenez bien soin de vous, découvrez plein de films. Ciao.